d'où il pourra prévenir la GRC cantonnée à Barrington Passage. En 1967, il y a eu plus de 300 observations d'OVNI rapportées aux autorités militaires. À cette époque, c'était l'armée de l'air canadienne qui enquêtait sur ces incidents. Pour l'observation rapportée ici, les autorités ont demandé une recherche sous-marine. Si l'on remet ça dans son contexte au Canada en 1967, il y a eu 9 cas qui ont fait l'objet d'une enquête gouvernementale. Shag Harbor est le meilleur d'entre eux. Au bureau de la gendarmerie, c'est le caporal Victor Werbicki qui prend l'appel. Malgré l'aplomb du jeune Wickens, Werbicki reste indécis. Et s'il ne s'agissait que d'un canular de fin de soirée? La voiture de la GRC est arrivée à toute vitesse avec ses gyrophares en marche. La première chose que nous avons pensé, c'est qu'un avion s'était écrasé. Nous avons sauté dans nos voitures et suivi celle de la GRC jusqu'au Irish Moss Plant. Un peu avant minuit, l'agent Werbicki se rend lui aussi au promontoire de Irish Moss Plant. Wickens n'avait pas menti. Quelque chose flotte bel et bien à la surface de l'eau, mais pour combien de temps encore? Lorsque nous sommes arrivés sur les lieux, il y avait déjà une voiture de police. Nous sommes restés là à observer l'objet pendant 4 ou 5 minutes. Puis la lumière s'est éteinte. A-t-elle plongé sous l'eau? Est-elle allée ailleurs? Je l'ignore. Cette chose a disparu sous l'eau, ou bien de son propre gré, ou bien parce qu'elle a coulé. À ce moment-là, personne ne pensait à un ovni. On croyait plutôt qu'un avion s'était abîmé en mer. On s'inquiétait sur le sort des survivants ou s'il y avait des victimes. La GRC a alors réquisitionné 2 bateaux de pêche pour aller voir s'il y avait des survivants ou des débris, quelque chose du genre. À la demande de la GRC, Bradford Chang et Lawrence Smith, 2 pêcheurs de la région, se rendent sur les lieux du naufrage. Pendant près d'1 heure, les 2 hommes sillonnent la baie, mais ils ne trouvent rien, ni épave, ni survivants. Vers minuit 45, un patrouilleur des gardes côtières informe les 2 pêcheurs qu'aucun avion commercial ou privé n'est porté manquant. Dans les heures qui suivent, 6 autres bateaux de pêche vont se joindre aux recherches, mais en vain. L'objet tombé dans la baie de Shag Harbor n'a apparemment laissé aucun débris. Toutefois, aux environs du point de chute, les chercheurs naviguent dans une étendue de mousse jaunâtre qui dégage une forte odeur de soufre. Nous avons cherché toute la nuit jusqu'à ce que les plongeurs de la GRC prennent le relais le lendemain matin. Nous sommes restés là encore toute la journée. On espérait trouver des débris ou quelque chose dans l'eau, peu importe de quoi il s'agissait. Mais nous n'avons rien trouvé. Les recherches se sont poursuivies jusqu'au lundi suivant. Elles avaient débuté le mercredi soir, sans résultat. On a alors abandonné. Les autorités n'ont jamais nié qu'un ovni avait plongé dans la mer. Elles ont simplement dit qu'elles n'avaient rien trouvé. Malgré l'absence de preuves matérielles, les autorités canadiennes prennent l'affaire très au sérieux. L'incident est même communiqué aux enquêteurs du projet Colorado, une commission d'enquête sur les ovnis parrainée par l'armée de l'air américaine. Nous n'avons aucun doute que cet objet a été suivi au radar. Pour l'instant, nous ne pouvons que nous appuyer sur des éléments anecdotiques ou faire des associations. Il est clair que ce soir-là, quelque chose s'est amené au-dessus du Canada, faisant route vers Shag Harbor. Mais nous ne pouvons pas le prouver. J'ai la preuve que quelque part il y a eu ingérence. Je ne suis pas de ceux qui croient à une vaste conspiration, mais il y a toujours des règles non écrites entre les diverses agences. C'est un sujet sensible. Souvent, les autorités prétextent la sécurité nationale pour se justifier. Je pense qu'ici, il serait plus juste de parler d'insécurité nationale. Certains jouissent d'un budget important pour assurer l'étanchéité de notre ciel, de nos systèmes de défense et de nos océans. Et ces gens n'aiment pas devoir dire « nous ne savons pas ». L'affaire Shag Harbor va tomber dans l'oubli pendant un quart de siècle. Puis en 1993, Chris Style, lui-même témoin de l'incident de 1967,
entreprend de réenquêter l'affaire avec l'aide financière d'un réseau de télévision américain. En 1995, Paramount Television et l'émission Sightings ont accepté de financer une recherche sous-marine. L'opération que j'ai proposée, d'une durée de 4 jours, consistait à quadriller le fond marin avec des radars latéraux, des scanners de profondeur, des magnétomètres et des plongeurs. L'idée était de retourner sur les lieux originaux de l'incident. Pour être honnête, nous n'avons absolument rien trouvé d'anormal. Mais je ne suis pas découragé par ces résultats. Cette affaire a été confirmée à tous les niveaux, que ce soit par la présence des militaires ou l'importante documentation qui en a découlé. Tous les indices prouvent qu'il s'agissait bel et bien d'un ovni. La question que l'on doit se poser est comment un objet de 20 mètres de diamètre a-t-il pu disparaître? La mer est peu profonde à cet endroit. Pourtant, l'objet n'a laissé aucune trace. C'est un mystère. C'était il y a 35 ans. Mais pour moi, c'est comme si tout cela était arrivé hier soir. Je n'ai rien oublié. Tous les détails de cette soirée sont encore frais à ma mémoire. Je ne sais pas ce que c'était. Personne ne me fera dire qu'aucun objet ne s'est posé sur l'eau parce que je sais que c'est vrai. Les policiers de la GRC l'ont vu. De 12 à 15 personnes l'ont vu aussi. J'y étais avec mon père et mon oncle. Nous savons que quelque chose s'est posé sur l'eau. Mais quoi, nous l'ignorons. En 2001, Chris Stile et Don Ledger, 2 ufologues de la Nouvelle-Écosse, ont publié Dark Object, un livre retraçant les événements de Shag Harbor. Des événements uniques dans l'histoire du Canada et à ce jour, toujours inexpliqués.